Fragment d'un discours révolutionnaire à l'école des trotskismes français. Par Jean Birnbaum. Aujourd'hui, nous sommes nés dans cette chaleur, l'entrisme comme retour au bercail. De résidence surveillée en prison, d'expulsion en déportation, Léon Trotsky fut une sorte de sans-papier infatigable, errant à la surface d'une planète sans visa. Pourtant, cet exil fut tout sauf volontaire, et à l'image du grand proscrit réclamant l'asile à toutes les nations d'Europe, le courant trotskiste, chassé du milieu ouvrier, n'aura de cesse de rentrer à la maison, cette vieille maison du peuple et du socialisme dont il a le sentiment, lui, de détenir les véritables clés. Aujourd'hui noyé dans les fantasmes, la notion d'entrisme n'a pas d'autre sens, à l'origine, que le refus de cet exil radical imposé par la confiscation stalinienne. Ne pas rester à l'écart, reprendre contact avec la classe ouvrière. Telle est donc la priorité au milieu des années 30, lorsque Trotsky exhorte ses compagnons français à revenir au bercail pour participer en pleine lumière et à drapeau déployé à l'ensemble du mouvement de masse. Et puisque le Parti communiste apparaît comme une forteresse hostile et meurtrière, l'ancienne SFIO semble l'unique demeure où des militants puissent encore venir se réchauffer, ne serait-ce qu'un moment, au feu de l'internationalisme révolutionnaire. À peine rentré aux Arts Déco, Fred Zeller rejoint les étudiants socialistes de Paris. À 17 ans, je me trouve au quartier latin. J'avais été reçu au concours national des arts décoratifs, avec Frossard, d'ailleurs, du Figaro, et Amblard, etc. Nous avions discuté ensemble avec les camarades qui étaient comme moi aux arts déco, du socialisme, de ci, de là. Enfin, toujours est-il qu'à la réunion en octobre, les différents partis et mouvements organisaient la rentrée des étudiants. Nous avons donc été à la réunion de rentrée des étudiants d'Action française avec Charles Maurras, qui était là, naturellement, avec Léon Daudet, qui était un grossier personnage, qui rappelait publiquement, devant une soule enthousiasme, que Poincaré, c'était la cuvette à dégueuler à Clémenceau, enfin, des choses comme ça. Enfin, bien sûr, ça ne nous a pas intéressés. Nous avons assisté à la réunion de rentrée des étudiants anarchistes, avec le vieux Sébastien Bord, avec sa petite barbichette, etc. et tout. Mais les anarchistes, c'était quelque chose de vague pour nous. C'était un état d'esprit de progrès humain. Dans les années qui viennent, peut-être on pourra assister à une société anarchiste, sans pouvoir, sans soldats, sans policiers, sans rien du tout, etc. Mais enfin, vous comprenez, ça avait quelque chose d'un peu irréaliste. On a été aussi à la réunion de jeunesse patriote, voir ce que c'était. La France aux Français, etc., choses barbares, violence de langage, de tout. La réunion communiste aussi, c'était une violence de langage contre Léon Blum, alors vraiment quelque chose d'écœurant. Les socialistes, la social-démocratie, c'était des traîtres, etc., il fallait écraser la social-démocratie, etc., bon. Et enfin, parce qu'à l'époque, il n'y avait ni radio, ni télévision, ni tout ça, et on attachait beaucoup d'importance aux affiches qu'on voyait. Des affiches qui annonçaient des réunions sur n'importe quoi, d'ailleurs. Ça pourrait être de l'avenir de l'architecture, aussi bien comme le moyen de se protéger de la syphilis, vous comprenez. Et alors on voit réunion de rentrée des étudiants socialistes avec Braque, Marcel Déat, Léon Blum. Alors on se dit avec Frossard, faut y aller, on va voir ce que c'est. Alors nous sommes entrés aux sociétés savantes. Il y avait 400 personnes, des étudiants, quoi. C'était le quartier latin, n'est-ce pas? On était au quartier latin, avec déjà des groupes de défense organisés à l'entrée. Il fallait montrer patte blanche, il fallait pas être armé, etc. Parce que vraiment, ça bagarre au quartier latin. Au quartier latin, c'est la droite qui tenait le pouvoir absolu. Au droit, la médecine, ça, c'était le patron. Alors, pour vendre nos journaux, etc., on se faisait casser la figure tout le temps, on distribuait des tracts pareils.
Et nous avions, par la suite, été obligés de nous organiser militairement. Mais enfin, toujours est-il que nous sommes dans cette réunion où il n'y a pas encore Léon Blum. Léon Blum va arriver en retard. Alors on voit arriver un grand vieillard avec son chapeau à large bord, comme les vieux socialistes de l'époque, n'est-ce pas? Ça a été alors une levée, une ovation sans fin, Léon Blum, tout ça. Et alors, j'ai assisté là à quelque chose d'extraordinaire. Enfin, je découvre les gens que je cherchais, des gens qui vous promettent une société bien différente, où on ne sera pas poursuivi sans arrêt par les huissiers, par les juges, par les flics, par les gendarmes, etc. Tout cet appareil dégueulasse qui est... bon. Alors, il nous fait rêver à un avenir qui va être superbe. Ça va être le socialisme. La société actuelle va s'effondrer sous nos coups et nous pourrons arriver à faire quelque chose. Alors on s'emballe. Et moi, j'adhère aux étudiants socialistes. J'avais 17 ans. Ça ne me suffit pas, les étudiants socialistes, encore que j'y ai appris beaucoup de choses. C'était des jeunes intellectuels, d'ailleurs ils se préparent des situations dans le socialisme ou ailleurs, mais enfin... Alors, après j'ai voulu entrer, être plus près de la classe ouvrière, plus près des travailleurs. Je voulais militer, n'est-ce pas? Pas me contenter de trucs théoriques abstraits. Je voulais militer à l'intérieur d'une organisation de classe où je pourrais rendre davantage de service. Et le hasard a voulu qu'au cours d'un retour à Paris par le train de banlieue qui partait de Saint-Denis, La Rouge, etc., je découvre un camarade qui lisait comme moi Le Populaire. On était deux dans le train à lire Le Populaire, un temps bondé de prolos qui s'en allaient au travail, les yeux descendant jusque-là, fatigués, n'ayant pas bien dormi suffisamment, etc. Enfin. Et alors il me dit, mais pourquoi il parle, vous lisez Le Populaire, moi aussi. Moi je suis au parti, je suis à la section de Stein. Pourquoi il y a une section de jeunesse? Pourquoi est-ce que plutôt que d'être aux étudiants socialistes, vous ne venez pas aussi militer à l'intérieur? Oui, ben, je suis d'accord. Et c'est comme ça que les choses se sont faites. Je suis donc entré aux jeunesses socialistes, où on m'a commencé par me demander à faire une conférence sur la Commune de Paris. Et puis, ça a continué, les conférences sans arrêt, parce que la décision avait été prise par le parti que dans toutes les réunions organisées par le parti, il fallait un orateur des jeunesses socialistes aussi. Alors, comme on n'était pas nombreux, je me suis tapé une ribambelle de réunions. C'est comme ça que j'ai appris à parler en public aussi. Hein. Car le socialisme, pour moi, a été une grande école, à tout point de vue. C'est là que j'ai appris comment il fallait décoller les thèmes sur les affiches des adversaires pour les coller sur les nôtres. Et puis, comme les affiches, organiser des commandos de protection de nos journaux qui étaient attaqués régulièrement, aussi bien d'ailleurs par les bandes fascistes que par les staliniens. En voie de radicalisation, Fred Zeller est contacté par David Rousset, qui lui propose de rencontrer Léon Trotsky en Norvège. Il devient alors le secrétaire du fondateur de l'Armée rouge. Quand Trotsky nous a donné l'ordre, le conseil aux militants, parce qu'il considérait, moi je vois bien quand nous en avons parlé ensemble, que c'était une petite secte en fait. Et pour éviter que cette petite secte continue à se dessécher sans rien faire, valait mieux alors qu'elle arrive à l'intérieur d'un grand parti de masse, comme le Parti socialiste, où elle pourrait essayer de défendre ses idées, de prendre des contacts, etc. Elle en a pris, puisque moi je suis devenu, n'est-ce pas, c'est quand même parce qu'on en a parlé, que j'ai vu des copains, etc., que ça m'a semblé intéressant de le faire. Alors, si c'était ça, ça valait le coup. Peut-être de retrouver des alliés, se faire passer des compromis, apprendre ce que c'est qu'un compromis politique avec des adversaires pour arriver à une solution, vous comprenez? C'est tout ça. Le trotskisme, au fond, c'est une grande école, n'est-ce pas? C'est ça. La haine contre le
réformisme, le social-patriotisme et la deuxième internationale est bien enraciné dans nos rangs, malgré le dégoût que nous inspire et avec quelle raison la politique des staliniens. Mais l'animosité passive contre le réformisme ne suffit pas. Il faut savoir lui porter un coup, et les circonstances ne permettent de porter ce coup que de l'intérieur, en sauvant en même temps le gros du parti de la décomposition et en le gagnant pour la révolution. La marche des événements, n'oubliez pas cela, je vous en supplie, ne nous laisse que très peu de temps, peut-être seulement encore quelques mois. La situation ne peut être sauvée que par un redressement brusque et vigoureux de l'avant-garde prolétarienne. Si cette perspective se réalise, nous serons portés bien haut par la radicalisation des ouvriers socialistes et nous moissonnerons en quelques mois le fruit du travail des années passées. Si au contraire le prolétariat français est voué à la catastrophe, ce que je ne veux pas croire, la décomposition totale des deux grands partis est inévitable. Mais le noyau le plus courageux de la SFIO restera avec nous dans l'illégalité si nous entrons dans ses rangs aujourd'hui. Léon Trotsky, lettre au camarade Crépeau, 12 juillet 1934. Fille d'un militant social-démocrate russe et plus tard fondatrice du musée Mayol, Dina Vierny s'engage très tôt dans les rangs des jeunesses socialistes et sympathise activement avec le groupe bolchevique-léniniste formé par les trotskistes à l'intérieur de la SFIO. Les trotskistes tels que je les ai connus, mais c'est né dans le Parti socialiste. C'était une tendance très à gauche de la jeunesse socialiste dont je faisais partie. Et la tolérante SFIO permettait tout. Et donc la 4e internationale est née des agissements de la jeunesse socialiste. Ça, tout le monde l'oublie toujours. Ce sont les enfants du Parti socialiste qui ont agi pour faire naître la 4e internationale. Ils étaient tolérants comme on devait être du temps de Jules Guesde. La SFIO, d'avant la guerre de 39-40, dans les années 35, était une maison familiale, tolérante et aimante. On pouvait rentrer, on pouvait se chauffer dans les SFIO. C'était merveilleux. C'était vraiment comme devait être le socialisme d'antan. Les trotskistes, nous sommes nés dans cette chaleur. Nous sommes nés, enfin nous étions tous des socialistes, on n'était pas des communistes. On était tous des socialistes, des social-démocrates. Hein. Élève au lycée Condorcet, Paul Parisot adhère aux étudiants socialistes peu après les émeutes du 6 février 1934. Le trotskisme, c'était une tendance déterminée du mouvement ouvrier. Et il n'y a pas de trotskisme en dehors du mouvement ouvrier sous tous ses aspects, n'est-ce pas? Le trotskisme qui était le nôtre ne se trouvait pas toujours unifié en une seule tendance. Nous avions d'abord parmi les dirigeants historiques de ce groupe, les Naville, les Molinier, etc., des divergences et des querelles parfois très pénibles. Mais il s'agissait de bâtir un nouveau parti qui aurait été, soit, si par chance nous avions eu la majorité, si nous avions pu conquérir la majorité dans la SFIO, qui aurait été un parti socialiste, soit un parti en dehors des organisations existantes et qui aurait été à la gauche du Parti communiste. J'ai adhéré aux étudiants socialistes, 9e sous-groupe qui se réunissait rue Rodier. Le 9e sous-groupe des étudiants socialistes de Paris comportait 4 ou 5 militants trotskistes, dont Marcel Bleptreux qui vient de mourir. Et je me suis agrégé immédiatement à cette tendance. Nos divergences avec le Parti communiste, je dois dire, étaient plus radicales que celles que nous avions avec la SFIO. Au moment des procès de Moscou, un certain nombre de responsables de la SFIO ont pris la même position que nous, ont dénoncé ces procès. Nous avons assisté ensuite à une série d'explications entre le PC et le PS, dans lesquels nous soutenions le point de vue que nous devions aller vers des changements radicaux qui étaient acceptés par une partie des cadres et de la base socialiste, n'est-ce pas? Mais finalement, Blum, poussé par d'autres,
a choisi la chirurgie et nous avons été exclus. Lui aussi fortement marqué par l'offensive des Ligues, André Hessel, dit Dunoyer, futur cofondateur de la FNAC après-guerre, est d'abord membre de la tendance de gauche des jeunesses socialistes, dirigée par Fred Zeller. On ne peut pas arriver à former un parti révolutionnaire indépendant. Ça ne marchait pas. Surtout à l'approche du Front populaire, de l'unité d'action qui avait commencé en 1934 et qui se continue dans le Front populaire. Il fallait être à l'intérieur de ces partis-là pour pouvoir influencer au moins les militants capables d'évoluer vers une politique révolutionnaire. Et alors, est-ce que ça marchait? Ça marchait, oui, assez bien. Dans le parti, une tendance gauche se dessinait, qui ne se proclamait pas trotskiste, mais qui était proche de nos idées, qui était dirigée par Marceau Pivert. Justement, ça avait un impact, et c'est pour ça, d'ailleurs, que les socialistes ont chassé le groupe trotskiste. Fred Zeller. La direction de jeunesse est exclue au congrès de Lille en 1935, dans un congrès qui n'a été ni préparé, ni la question des exclusions mise à l'ordre du jour. On est exclu brutalement comme un vulgaire parti autocratique, etc. et tout. Mais ça fait une crise à l'intérieur non seulement des jeunes socialistes qui sont plus solidaires de moi, mais aussi dans le parti. Car dans la Fédération de la Seine et de Seine-et-Oise, qu'est-ce qui collait leurs affiches? Qu'est-ce qui allait protéger leurs réunions? Qu'est-ce qui allait vendre le journaux à la criée, la populaire? C'était les jeunesses. Alors le parti, lui, dans la Fédération, il est contre les exclusions. Ce qui crée alors un schisme à l'intérieur du mouvement socialiste dans son ensemble. Le camarade Zeller, secrétaire de l'organisation des jeunesses de la Seine, militant actif du Parti socialiste, et de nombreux jeunes ont franchi récemment une étape très importante, du centrisme au marxisme. L'exclusion des dirigeants de la jeunesse à Paris et des dirigeants du groupe La Vérité, les bolcheviques léninistes du Parti socialiste, est un fait de très grande importance. En ce moment, un groupement politique est en train de s'effectuer dans tous les pays d'Europe face à la montée du danger de guerre. Une différenciation a commencé sur cette ligne dans les rangs du prolétariat. De même que les dirigeants de l'extrême gauche bourgeoise rejettent le parlementarisme démocratique dès que la défense de leurs biens est en jeu, de même, les opportunistes foulent au pied la démocratie dans le parti chaque fois que leur social-patriotisme est menacé par les internationalistes révolutionnaires. Là est le nœud de la question. Léon Trotsky, 7 novembre 1935. Paul Parisot. Cette exclusion n'a pas été une opération rapide. Le congrès des jeunesses socialistes de juillet 1935 à Lille prononce l'exclusion de nos dirigeants. Et ce n'est qu'au mois de janvier ou février que nous avons pu vraiment organiser ce que nous avons appelé les jeunesses socialistes révolutionnaires et le Parti ouvrier internationaliste. J'ai été exclu en bonne et due forme de la SFIO. J'ai été convoqué avec ma compagne par une commission de contrôle qui était composée de Henri Noguer et d'un autre, je préfère ne pas nommer, mais qui est devenu collabo. Et on nous a posé une série de questions. Est-ce que nous étions pour l'armement du prolétariat? Est-ce que nous considérions que le Parti socialiste avait trahi en acceptant les règles de la non-intervention en Espagne? Et à chaque fois que nous répondions oui, alors on notait, et puis à la fin, Noguer a dit, vous êtes exclus. Nous n'avons pas choisi le moment de sortir, mais il est vrai que nos dirigeants, spécialement Zeller, Rousset, Rigal et quelques autres, ont choisi ce moment parce que
Et ils ont accepté le défi. André Hessel. Je pense que cette politique d'entrisme n'était pas conséquente avec elle-même. Parce que on entrait, comme on disait, avec notre drapeau déployé. Donc, avec la totalité de notre programme, bolchevique-léniniste. Or, le Parti socialiste n'est ni bolchevique ni léniniste. On éditait un journal qui s'appelait La Vérité, qui était un journal de tendance du Parti socialiste, du groupe bolchevique-léniniste de la SFIO. Et puis, on attaquait violemment les dirigeants, qu'on n'hésitait pas à traiter de social traître. Donc, c'était une politique d'entrisme, mais qui conduisait presque obligatoirement à l'exclusion. Alors, comme nous étions tout à fait opposés au Front populaire, que le parti était en train de conclure avec les communistes et avec les radicaux, en disant c'est de la collaboration avec la bourgeoisie, c'est pas un parti ouvrier, c'est pas un front. On opposait à ça front ouvrier. Et on ne voulait pas d'un front bourgeois avec les radicaux, qui était évidemment la partie, en fait, la plus pourrie de la bourgeoisie. Parce que tous les grands trafics, ça se passait chez les radicaux, qui avaient été tout le temps au pouvoir dans tous les gouvernements qui sont succédés. Et il y en a eu pendant la Troisième République. Je pense que la politique d'entrisme, quand on veut la faire correctement, il faut faire ce que fait Landor aujourd'hui. C'est-à-dire être un groupe dans la SFIO, dans le Parti socialiste, avancer des idées légèrement plus révolutionnaires que les idées du parti pour faire évoluer les gens. Or, c'était tout à fait à l'opposé de ce que faisaient les trotskistes qui, dès le début, se sont présentés en adversaires de la direction du Parti socialiste, qui avait été élue par ses militants et dans laquelle ils avaient confiance. Donc ça ne pouvait pas durer. Mais ils espéraient en tout cas que si ça ne durait pas, on en ressortirait avec quelques centaines de militants avec nous. En fait, ça ne s'est pas passé. Pierre Boussel, plus connu aujourd'hui sous le nom de Pierre Lambert, figure tutélaire du Parti des Travailleurs, adhère aux jeunesses communistes à l'âge de 15 ans, avant d'être exclu et de rejoindre l'aile révolutionnaire de la SFIO au milieu des années 30. Bon, je suis venu à Montreuil. À Montreuil, bon, il y a les jeunes, ma génération un peu plus vieux que moi. On a commencé, je suis rentré aux jeunesses communistes, puis on a mis avant les 2 ans, avant la guerre, etc., etc. Bon, tous les mots d'ordre qu'il y avait à cette époque-là. Bon, et puis on s'est fait prendre, bon, peu importe. Après, il y a l'histoire de la police, le commissariat de police, des choses que des milliers comme moi, des dizaines de milliers comme moi, hein. Rien, ça n'a rien d'original. Hein. Et là, vous savez, quand même, cette montée de la classe ouvrière. Et pour un jeune, c'est extraordinaire. Puis il se trouve qu'en 1935, Pierre Laval, qui était président du Conseil, a été voir Staline. Et là, il est revenu en disant, Staline a dit, je comprends, on a essayé de la défense nationale en France. Je pose une question, et je me fais exclure comme trotskiste. Je ne sais même pas si j'avais avec moi ton polygraphe, je sais pas ce que c'est ça, etc., etc. Oh, hop, terminé. Bon, j'abandonne, je dis, oh, je ne fais pas de politique. Il y a un trotskiste qui est venu me voir, je lui ai dit, je ne veux pas discuter avec toi, il m'a laissé ma vie, le Trotsky. Alors j'ai lu, ça m'a intéressé. J'ai dit, qu'est-ce qu'ils font ces gens-là? Ils avaient un journal, ça s'appelait Lutte ouvrière ce monde, hein. C'était Lutte ouvrière. Bon, et dans les kiosques. Donc j'allais l'acheter, puis là j'apprends qu'il fallait rentrer dans la SFIO. Ouais, social-démocrate, j'avais un truc pareil, l'entrisme de Trotsky. J'avais. Puis j'ai continué à lire, puis j'ai dit, tiens, c'est pas si bête. Ah, et je suis rentré dans les jeunesses, et j'étais voir Fred Zeller, qui était secrétaire de l'entente des jeunesses socialistes, qui était rue Fédot, qui m'a introduit, tout ça, etc. Bon, c'est là que j'ai connu Zeller pour la première fois. Ouais. Bon, qui était très charmant, très gentil avec moi.
Bon, après, il y a eu d'autres choses, mais ça, c'est là. Ben, c'est là, oui. Et alors, pourquoi, vous savez, cette génération qui est la mienne? Bon, je vous dis comment je suis rentré. Si vous avez 36, la rage générale de juin 36, c'est extraordinaire. Des milliers, des millions qui reprenaient conscience d'eux-mêmes. Ils avaient été écrasés avec la Commune de Paris. Ils étaient écrasés par la 14-18. Et ils reprenaient. Et ça, c'est... Quand on comprend ça, c'est difficile. Ça existe encore. Ça existera toujours. Sauf si l'humanité est détruite par ceux qui, aujourd'hui, la gouvernent. Et ces millions de jeunes dont je faisais partie, c'était un espoir formidable. Et c'était un très très bel été. Oh, 36, c'est vraiment un très bel été. Il y a deux très très beaux étés, c'est 36 et 40. Enfin, 40, c'est pas pareil. Mais c'était un très très bel été. Et alors, dans cet été-là, bon, bah, c'était avec les illusions qu'on avait. Bon, j'ai partagé. La seule question, c'est qu'il y avait des... Il n'avait pas tiré le son de ce qu'était en définitive l'appareil du PC ou l'appareil socialiste. Fragment d'un discours révolutionnaire à l'école des trotskismes français. Texte lu par François Martouret et Benoît Schwartz. Équipe de réalisation, Frédéric Quirou, Éric Villenfin, Rémi Fessard et Brigitte Bouvier. Préparé par Myriam Ankawa, une émission de Jean Birnbaum.